Il y a des lieux dont le nom seul résonne comme un souvenir oublié. Khazad-dûm, la plus grande cité des nains taillée dans les entrailles de la montagne, royaume de pierre, d'écho et de silence. On y entre par des portes brisées, mais c'est la profondeur qui piège les esprits. Plus on descend, plus la lumière se fait rare, et plus les murs semblent chuchoter des choses qu'on aurait préféré ne jamais entendre. Moria. Beaucoup y voient une ruine, un tombeau, mais la vérité est plus ancienne, plus enfouie. Alors jusqu'où descend cette cité perdue? Et surtout, qu'est-ce qui dort tout en bas? Abonnez-vous si vous aimez explorer les mystères de la Terre du Milieu. Ici, on creuse toujours un peu plus loin que les autres, mais sans réveiller de Balrog, promis. On raconte qu'au commencement des temps du monde, un nain s'éveilla sous les étoiles. Il s'appelait Durin. On l'appela plus tard Durin l'immortel car sa lignée traverserait les âges. Guidé par une vision, il marcha seul à travers les montagnes jusqu'à un lieu oublié de tous. Un lac noir comme le ciel sans lune, si calme qu'il reflétait les étoiles comme un miroir parfait. Il le nomma le Kheled-Zaram, le lac du miroir. Là, il vit dans l'eau son propre visage entouré de 7 étoiles, un signe. C'est ici que naquit Khazad-dûm, le plus ancien et le plus grand royaume nain jamais bâti. Mais Khazad-dûm n'était pas une simple forteresse, c'était un monde sous la montagne, un dédale de galeries et de salles, de ponts suspendus et de mines profondes. Au fil des siècles, les descendants de Durin sculptèrent la roche vivante, couche après couche. Ils creusèrent non seulement en largeur, mais aussi en profondeur. Chaque niveau, chaque étage descendait un peu plus loin dans l'ombre. Et avec chaque pierre retirée, leur art devenait plus raffiné, plus audacieux. Les salles du niveau supérieur étaient immenses, ornées de colonnes gigantesques qui soutenaient les montagnes elles-mêmes. Des lanternes serties de pierres précieuses diffusaient une lumière pâle mais chaleureuse, comme un reflet de l'aube sur la roche. Le marbre noir, le granit poli et l'or des filons décoraient les murs entrelacés de runes anciennes. On disait que la salle de Durin surpassait même les palais des elfes, un lieu où la pierre chantait. Des ponts étroits, sans balustrade, enjambaient les gouffres. Des escaliers en colimaçon descendaient dans les profondeurs, si longs que leur fin se perdait dans les brumes. Le moindre écho résonnait pendant des minutes entières, rebondissant contre des murs taillés avec une précision presque surnaturelle. Les nains vivaient là comme dans un sanctuaire, fiers, industrieux, repliés sur leurs secrets. Ils extrayaient des métaux rares, mais c'est le mithril le plus précieux de tous qui allait changer leur destin. Car cette richesse dormait tout en bas, bien plus bas que les niveaux connus. Et pour l'atteindre, ils creusèrent. Encore, toujours plus profond, sans savoir qu'au fond du monde, certaines choses ne dorment jamais vraiment. Il y a une limite invisible dans les entrailles de Khazad-dûm, une frontière que même les nains, maîtres de la roche et du feu, franchissaient rarement sans crainte. C'est le seuil où la lumière ne suit plus, là où la torche vacille sans raison, où l'air devient sec, lourd, figé, où même le souvenir du soleil semble s'effacer, aspiré par une obscurité trop ancienne pour porter un nom. Les galeries supérieures étaient vastes, travaillées, vivantes. On y chantait encore, mais plus bas commençaient les niveaux que peu osaient nommer. Les mines profondes, là les murs n'étaient de plus sculptés mais brisés. Les plafonds, trop hauts pour être vus, se perdaient dans une obscurité impénétrable. Le silence n'était plus silence, mais présence. Une tension suspendue, comme si la montagne elle-même retenait son souffle. Et pourtant, les nains creusaient. Le mithril, cette merveille, ce métal légendaire, se trouvait là, enfoui dans les couches les plus anciennes de la roche. Argent vivant, aussi beau que la lumière des étoiles, aussi fort que la volonté d'un roi. On le trouvait rarement en filon aussi fin qu'un cheveu, mais sa valeur était inestimable. Plus précieux que l'or, plus convoité que tout trésor. Les elfes en demandaient, les hommes en rêvaient.
Les nains, eux, en devinrent esclaves. La cupidité n'était pas leur seule faiblesse, il y avait aussi la fierté. Ils disaient que nul royaume ne pouvait égaler Khazad-dûm, et pour le prouver, ils creusaient toujours plus loin. Chaque palier ouvert était une victoire, chaque galerie un champ de gloire, jusqu'à ce que les chants se taisent. Car plus bas encore, bien au-delà de tout ce qu'ils avaient connu, les anciens serviteurs de l'ombre avaient trouvé refuge. Après la chute de Morgoth lors de la guerre de la colère, les terres du Nord furent ravagées, purgées par les armées des Valar. Mais le mal ne meurt pas, il se retire, il se replie dans les endroits oubliés, les failles du monde. Et dans l'obscurité sans fin des profondeurs, ces créatures, tordues, anciennes, silencieuses, attendaient. Gobelins, orques, araignées, géantes, mais aussi des choses sans nom, des ombres issues du premier âge, des murmures de flammes éteintes. Les nains, absorbés par leur travail, ignoraient les signes. Ils scellaient les galeries instables, ils repoussaient les éboulements, mais ils continuaient. Et puis, dans un niveau interdit, au-delà des dernières cartes, ils atteignirent un seuil, un mur de roche si ancien qu'il semblait vivant. Des strates qui dataient peut-être de la naissance même d'Arda. Et en le perçant, ils ouvrirent autre chose. Certains disent que la pierre s'est effondrée sur elle-même, d'autres qu'un souffle chaud a jailli du puits comme une exhalation venue du fond du monde. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce jour, les couloirs les plus profonds furent abandonnés. On y envoyait plus d'éclaireurs, plus de mineurs. Rien. Des bruits commencèrent à remonter par les conduits d'aération, des frappements réguliers, des pas lourds, des gémissements étouffés. Certains nains disaient entendre des voix, des prières murmurées dans une langue oubliée. D'autres ne disaient rien du tout. Ils s'en allaient ou disparaissaient. Mais malgré la peur, malgré les signes, les ordres étaient de clair. Le mithril est là, quelque part en dessous. Et tant que la montagne en contient, les portes de Khazad-dûm doivent rester ouvertes. Alors ils creusèrent, encore, toujours plus profondément, jusqu'au jour où, dans les ténèbres absolues, quelque chose ouvrit les yeux. Ce n'était pas simplement un réveil, ce n'était pas un tremblement de terre ni un coup de vent. Le Balrog, une créature d'ombre et de feu, l'un des derniers serviteurs de Morgoth, avait été enfermé dans les entrailles de Khazad-dûm depuis des éons. Ses chaînes étaient la roche elle-même et sa fureur dormait dans les fissures du monde, au plus profond de la terre. Mais quelque chose changea. Les nains creusèrent trop profondément, déterrant une puissance qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Au moment où ils l'éveillèrent, l'air devint brûlant. La lumière des torches fut engloutie par l'ombre, et un rugissement plus terrible que tout ce qu'ils auraient pu imaginer résonna dans les tunnels. C'était le Terror sans nom. L'un des Balrogs, dont les légendes murmurent qu'ils étaient des princes des ténèbres, porteurs de la haine de Morgoth, se leva des profondeurs. Son corps était une fusion de feu et de brume noire. Ses yeux étaient des braises ardentes, et sa simple présence déchirait la réalité autour de lui. Les nains, qui s'étaient pensés invincibles sous la montagne, furent les témoins impuissants de leur propre ruine. Le roi d'Urin VI fut le premier à tomber. Il chercha à défendre son royaume, mais rien ne pouvait arrêter la bête. Dans une bataille sans égale, il fut broyé par la fureur du Balrog. Son dernier souffle s'éteignit dans un cri de douleur et de terreur répercuté à travers les âges. Mais cette chute n'était que le commencement de la fin de Khazad-dûm. Le Balrog ne se contenta pas de tuer le roi. Il détruisit l'âme même du royaume. Le peuple des nains, pris de panique, se dispersa dans toutes les directions. Les anciens forgerons, les bâtisseurs, les architectes, tous fuyaient. Les rues jadis pleines de vie et de chants furent envahies par le silence. Les mines, autrefois creusées avec fierté, devinrent des tombes. Les salons majestueux construits pour refléter la grandeur de Khazad-dûm furent défigurés par le feu et l'ombre. La ruine de Moria n'était plus un simple nom, c'était un avertissement.
une légende sur la manière dont la lumière peut être engloutie dans une nuit éternelle. Les nains, fuyant dans l'urgence, abandonnèrent tout, leurs trésors, leurs artefacts, le mithril, métal légendaire qu'ils chérissaient. Tout cela resta là, sous les cendres, sous les pierres. Ce qui demeura de Khazad-dûm n'était plus que le souvenir d'une grandeur passée, une civilisation perdue. Mais la question qui se pose est la suivante. Qu'y avait-il sous le Balrog ? Ceux qui avaient été enfermés dans ces abîmes oubliés étaient-ils vraiment ceux que les nains pensaient avoir déterrés ? Lorsque Gandalf affronta le Balrog, c'était déjà bien trop tard. Le combat entre le mage et le démon résonna à travers les montagnes et la terre elle-même. Lorsque Gandalf tomba dans l'abîme, il n'y avait plus de lumière. Il tomba emporté par l'obscurité dans un gouffre sans fin où même le temps semblait suspendu. La chute de Gandalf fut bien plus qu'une simple bataille. Elle symbolisait le passage entre deux mondes, un monde où l'obscurité était une entité presque tangible, un monde où les créatures anciennes se cachaient dans l'ombre des âges passés. Mais le véritable mystère qui s'élève à ce moment est celui de ce qui attendait au fond du gouffre. Ce que Gandalf trouva dans l'abîme, nous ne le savons jamais. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose dans ces ténèbres au-delà du Balrog, quelque chose d'encore plus ancien, encore plus effrayant que même Sauron ne pouvait contempler, un abîme sans nom qui engloutit non seulement les êtres, mais l'histoire elle-même. Est-ce que Moria n'était qu'un seuil, une porte vers quelque chose d'encore plus ancien, plus terrible, une relique oubliée d'un âge plus noir, une ère bien antérieure à l'existence des elfes ou des hommes, bien avant même que les nains ne se soient installés dans leurs mines. Peut-être que la montagne elle-même était une porte vers le cœur de la terre, un sanctuaire pour des puissances qui n'étaient même pas du domaine des Valar. Le Balrog n'était peut-être qu'un sentinelle, un simple gardien assis au sommet d'un abîme que nul n'a jamais vu. Ce que Gandalf a traversé, ce que les nains n'ont jamais osé regarder, ce sont ces profondeurs, des gouffres sans fin qui pourraient receler des créatures que même la lumière n'a jamais touchées. Ainsi, Khazad-dûm ne serait pas simplement un endroit perdu, une ruine. Ce serait un véritable seuil, un endroit où le monde tel que nous le connaissons commence à se dissoudre, à se confondre avec les ténèbres. Ce n'est pas seulement la fin d'un royaume, mais le début d'une réalité différente. Et peut-être, au fond de cet abîme, quelque chose attend encore, bien plus ancien et mystérieux que tout ce que les nains auraient pu imaginer. Les mystères qui entourent Moria ne se contentent pas de rester dans les livres anciens. Ils vivent dans les rumeurs, dans les murmures des voyageurs et dans les légendes des peuples libres. Certains disent que les profondeurs de Moria ne s'arrêtent pas là où la lumière s'éteint. D'autres croient que les galeries qui s'étendent sous la montagne relient Moria non seulement à d'autres lieux cachés, mais à l'âme même de l'Arda. Serait-il possible que Moria ait été construite sur un ancien cœur de la terre, un point d'accès à des pouvoirs primordiaux ? Certains évoquent Utumno, la forteresse de Morgoth, noyée dans l'obscurité de l'âge des ténèbres. Utumno, que les Valar détruisirent à la fin de la première guerre des Silmarils, n'était-elle qu'un vestige, un écho d'un mal plus ancien caché dans les entrailles de la terre ? Le descendre dans Moria est symbolique, une représentation de ce que signifie s'enfoncer dans l'oubli. Au fur et à mesure que l'on descend, l'obscurité devient plus épaisse. Les murs semblent avaler les sons. Le temps se dilate. On s'éloigne de la lumière, du monde des vivants, et l'on s'approche des forces primordiales, le chaos, l'inconnu, la néantisation. Chaque pas dans les ténèbres de Moria est un pas vers un oubli ancestral, un passage entre ce qui est connu et ce qui a été perdu depuis trop longtemps. Une frontière qu'aucun esprit humain ne peut vraiment saisir. Peut-être que Moria, cette cité splendide et en même temps déchue, n'était pas simplement un royaume nain oublié. Peut-être était-elle un avertissement, une porte vers ce qui se cache sous la surface de la terre.
car sous la roche et la pierre, dans les ténèbres oubliées des âges passés, l'obscurité ne dort jamais. Peut-être que Moria était une leçon, un rappel que tout royaume, aussi solide soit-il, finit par être englouti par le temps et par les ténèbres. Les nains ont creusé trop profondément. Ils ont réveillé ce qui ne devrait pas être réveillé, et ce qui sommeille dans les profondeurs, ce n'est pas simplement l'ombre, c'est l'inconnu, l'antérieur, l'indompté. Une réalité qui attend là où la lumière ne pénètre plus. Si vous souhaitez explorer encore plus loin les mystères d'Arda et comprendre ce que la lumière de l'aube peut encore cacher, abonnez-vous et laissez un like, car dans l'obscurité, chaque pas compte.